Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce dimanche. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, a présidé hier soir une réception offerte par Sa Majesté Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture du FIFM, une 17e édition marquée par ce vibrant hommage rendu à Robert De Niro. Le monde, à nouveau au chevet de l'urgence climatique, les représentants de près de 200 pays se sont retrouvés en Pologne pour 2 semaines de discussion dans le cadre de la COP24, objectif tenter de mettre en orbite l'accord de Paris. Emmanuel Macron préside une réunion de crise à l'Elysée au lendemain des scènes de guérilla urbaine à Paris, notamment des violences d'une gravité sans précédent. Hier, pour la 3e journée de rassemblement des Gilets jaunes, 136 000 personnes ont manifesté dans toute la France. Echo, le célèbre humoriste Marrakchi, endosse le costume de chef de troupe le temps d'un spectacle. Il s'est réuni pour monter avec 4 de ses contemporains un show haut en couleur. La troupe à Casablanca, c'est à découvrir à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ces images du dîner offert hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture officielle de la 17e édition du Festival international du film de Marrakech, un dîner présidé par Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech, qui était accompagné de leur Altesse Royale, la princesse Lella Meriem et la princesse Lella Kulthum, un dîner organisé en présence d'un parterre de stars et légendes vivantes du 7e art national et international et de grandes figures des mondes de la culture, des médias et des arts. Et parmi ces sommités du cinéma, Robert De Niro, cette légende vivante du 7e art mondial, a reçu l'hommage du festival, un grand moment d'émotion et de cinéma au Palais des Congrès de Marrakech. Le héros du parrain a également donné une conférence de presse à laquelle Samia Harissi et Soumia Douhaimi ont assisté. Avant l'hommage du festival, Robert De Niro a reçu celui de la foule. Spontané et émouvant. Sur le tapis rouge, quand on lui demande d'exprimer ses sentiments sur cette consécration, il est du genre plutôt laconique. La star serait-elle timide ? Je suis honoré d'être honoré ici. J'ai toujours entendu de belles choses sur Marrakech. J'y ai passé quelques jours et j'ai beaucoup aimé. Je suis heureux d'être ici pour le festival. Il est très timide, réservé. Ce sont des traits que j'admire chez lui. À l'intérieur du Palais des Congrès, Robert De Niro a droit à une vraie ovation. À ses côtés, son ami de toujours, Martin Scorsese. En fait, on se connaît depuis qu'on avait 16 ans. Et puis, un peu plus tard, on me l'a présenté quand il est devenu acteur. C'est Brian De Palma qui nous a réunis. Et quand j'ai réalisé Mean Streets, on s'est sentis à l'aise et ça nous a menés à Taxi Driver. Il ne ressemble à personne. J'ai fait 9 films avec lui, ce qui veut dire que je pense qu'il est vraiment bon. Taxi Driver. Il était une fois en Amérique. Les Incorruptibles. Il faudrait tout un chapitre pour citer tous les films de ce géant du 7e art. Ce matin, le héros des Affranchis a rencontré la presse pour évoquer ses engagements, sa carrière et bien sûr cette tranche de vie partagée avec son ami et réalisateur préféré, Martin Scorsese. Quand j'étais un enfant, je voyais déjà Martin Scorsese dans le quartier. Et 10 ans après, on s'est retrouvés à travers un ami en commun qui était critique de films à Time Magazine. Il était une fois en Amérique.
Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Jack LaMotta, Oscar du second rôle, lauréat de 2 Golden Globes. Robert De Niro compte près d'un demi-siècle de cinéma, une légende vivante, profondément ancrée dans son époque. Robert De Niro. Le monde, à nouveau au chevet de l'urgence climatique. Les représentants de près de 200 pays se sont retrouvés en Pologne ce dimanche pour 2 semaines de discussion dans le cadre de la COP24. Cette 24e conférence des parties signataires de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique doit permettre de définir des règles précises d'application de l'accord de Paris, malgré des vents contraires peu propices à une réponse ambitieuse. Les développements avec Samira Chtouni. La COP24, dont l'ouverture ce matin a, comme il se doit, démarré sa première session par la passation de siège entre le Fidjien Frank Bainimarama, le président de la COP23, et le nouveau Michael Kurtyka, celui de la COP24, ce dernier officiant comme secrétaire d'État au ministère de l'Énergie en Pologne. Au cours des 2 prochaines semaines, nous devrons tous faire preuve de créativité et de souplesse pour utiliser le temps disponible à bon escient et obtenir les résultats que nous visons tous. Pour les quelques 200 pays réunis en Pologne, il sera question de faire évoluer l'accord de Paris vers un consensus de signature et d'actes, et ce malgré le retrait des États-Unis en juin 2017. Dans une autre salle, une conférence de presse s'est tenue. Le nouveau président de la COP24 affiche cette fois-ci l'un des principaux sujets, le financement. Nous devons donner l'assurance de la concrétisation des engagements pris avant 2020, en particulier en matière de financement et de mobilisation de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, afin de garantir un accès effectif aux ressources, en particulier pour les pays vulnérables. Et les effets qui se produisent affectent les communautés du monde entier, causent des victimes, des destructions dans de nombreux endroits, de nombreuses souffrances. Les conséquences du changement climatique rendent vraiment notre travail plus urgent. L'accord de Paris incite les nations à ne pas dépasser la température de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et idéalement 1,5 degré Celsius. Et pour y arriver, il faudra, selon le GIEC, selon les scientifiques, que les émissions de CO2 soient réduites de près de 50% d'ici 2030 par rapport à 2010. Et 3 ans après la signature de l'accord de Paris, la plupart des promesses n'ont pas été tenues. Pour exiger des gouvernements une politique climatique juste et ambitieuse, une marche a été organisée à Bruxelles. Des dizaines de milliers de Belges ont arpenté les rues de la capitale pour une justice climatique. L'appel à la mobilisation générale pour le climat a été lancé le 25 octobre dernier par 2 organisations, Climate Express, mouvement citoyen qui milite pour une approche solidaire du problème climatique, et Coalition Climat qui réunit autour de la justice climatique plus de 70 organisations. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'accord de Paris sur l'environnement. Dans le communiqué final au terme du sommet de Buenos Aires, la quasi-totalité des membres du G20 rappellent l'irréversibilité de cet accord, à l'exception des États-Unis qui, sans surprise, confirment leur retrait et disent s'engager en faveur de la croissance économique, l'accès à l'énergie, la sécurité, en utilisant toutes les technologies et les sources énergétiques disponibles. Ce sommet a également été marqué par cette trêve. Les présidents américains Donald Trump et chinois Xi Jinping se sont engagés à trouver un accord d'ici à 90 jours pour mettre fin à la mise en œuvre des nouveaux droits de douane. Et revenu du sommet du G20 à Buenos Aires, le président français Emmanuel Macron a présidé une réunion de crise à l'Élysée au lendemain des scènes de guérilla urbaine à Paris, notamment des violences d'une gravité sans précédent. Hier, pour la 3e journée de rassemblement des Gilets jaunes, 136 000 personnes ont manifesté dans toute la France. À Paris, 412 personnes ont été interpellées, 378 placées en garde à vue et 133 blessés, dont 23 parmi les forces de l'ordre. Le point avec Samira Chtouni.
Tout juste rentré du G20 Buenos Aires en Argentine, le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce matin sur les Champs-Élysées pour constater les dégâts d'une manifestation des Gilets jaunes qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes la veille. Le président a ensuite salué les efforts de la protection civile déployés au cœur de Paris et autour de l'Arc de Triomphe, monument symbolique également vandalisé. Emmanuel Macron a ensuite tenu une réunion au Palais de l'Élysée pour trouver des réponses à cette crise financière inédite. Les Gilets jaunes hier s'étaient mobilisés pour la 3e fois et ont projeté leur colère sur du matériel urbain ou encore des biens personnels. Un déchaînement populaire né suite au projet de taxe sur les carburants censé financer la transition énergétique. Si le président français ne s'est pour l'heure pas exprimé, il a en revanche demandé au Premier ministre de recevoir les chefs de parti représentés par le Parlement et des représentants des Gilets jaunes selon l'Élysée pour faire avancer ce dossier. Vous le savez, le 25 novembre dernier a été lancée par l'ONU la campagne mondiale contre les violences faites aux femmes. 16 jours d'activisme que nous soutenons à travers la diffusion quotidienne de reportages sur la situation féminine au Maroc. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux dispositions de la toute nouvelle loi contre les violences faites aux femmes entrée en vigueur dans le Royaume le 13 septembre dernier, mais dont les modalités d'application connaissent encore des difficultés. Reportage Maryam Amlel et Youssef Lotfi, le récit est de Hind Bnabbi. Depuis l'âge de 17 ans, Amina est victime de viols répétés de la part du même homme. Avant de fuir et de porter plainte, elle a été contrainte de vivre avec la famille de son violeur. Dans son désespoir, elle a même envisagé le suicide. J'ai essayé de mettre fin à mes jours, je n'entrevoyais aucun avenir, j'ai perdu tout espoir. J'ai quand même fini le lycée et fini par me dire que mon violeur ne devait pas rester impuni. Je n'étais pas la seule victime, beaucoup de gens savent ce qu'il continue de faire, mais personne n'ose parler. En tant qu'association, nous essayons d'écouter les victimes, de leur prodiguer des conseils juridiques et un soutien psychologique. Pour Amina et d'innombrables autres victimes, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de lutte contre les violences faites aux femmes représente une lueur d'espoir, mais si les peines prévues sont plus lourdes, l'application du nouveau texte reste complexe. Il n'est entré en application que le 13 septembre dernier, mais il y a déjà des difficultés, notamment parce que l'État n'offre pas de structure d'accueil pour les femmes victimes de violences, ce qui complique le travail de la police judiciaire, du procureur et du parquet. L'État doit mettre en place les moyens et les outils nécessaires pour l'application de cette nouvelle loi, comme par exemple des interventions rapides et immédiates sur les scènes de violence pour protéger les victimes. Selon le ministère de la Santé, 15% des Marocaines âgées de 15 à 49 ans ont subi un acte de violence au cours des 12 derniers mois, un phénomène qui ne faiblit pas et qui demande la mobilisation de toutes les composantes de la société. Direction à présent la région de Moulay Idriss Zarhoun, connue pour ses oliviers et réputée pour la qualité de son huile d'olive. Pour valoriser cette richesse et promouvoir le terroir local, l'association Jodor organise depuis 2 ans des journées entièrement dédiées à la filière oléicole. Reportage Sarah Jabri à Al-Dilhmin. Au pied de Volubilis, la cité antique où l'olivier revêtait une importance économique et culturelle, le meilleur de l'Orvers du Zarhoun est exposé. Le choix de ce site historique pour abriter les 2e journées d'huile d'olive du Zarhoun n'est donc pas fortuit. Nous souhaitons que cette portée historique soit un moyen de commercialiser ce produit du terroir et le faire connaître à l'international, à l'image des autres pays de la Méditerranée qui investissent dans la promotion de cette filière. Dans cet espace, une dizaine de coopératives, groupements d'intérêt économique et entreprises exposent leurs produits, des exposants locaux triés sur le volet pour la qualité des huiles extraites dans leurs unités de trituration modernes ou semi-modernes. On s'est dès le départ équipé en unité moderne à 2 phases qui nous permet d'un point de vue d'hygiène et sans reproche, et d'un autre côté on arrive à extraire toutes les composantes phénoliques qui sont présentes dans l'huile d'olive, donc les polyphénols. Notre groupement d'intérêt économique a décroché en 2017 lors du Salon international de l'agriculture de Meknes l'indication géographique huile de Zarhoun. L'huile que nous produisons est également certifiée bio.
L'oliveraie du Zarhoun s'étend sur près de 10 000 hectares, constituée de la variété picholine marocaine et dont 50% d'arbres sont âgés de plus de 50 ans. Chaque année, la production d'olives tourne autour de 24 000 tonnes, dont la quasi-totalité est destinée à la trituration. Nous terminons cette édition avec de l'humour et un nom qui a désormais sa place parmi les plus appréciés du public marocain, Eko, le célèbre humoriste marrakchi, qui le temps d'un spectacle a endossé le costume de chef de troupe. Il s'est réuni pour monter avec 4 de ses contemporains un show haut en couleur, un ensemble composé des comédiens Oussama Ramzi, Zouhair Zahir, Haytham Miftah et Saifeddine Stif. La troupe à Casablanca, c'est un reportage de Rita Saha et Hicham Behlaouen. Le récit est de Hind Bnabbi. C'est un spectacle pas comme les autres qu'a décidé de présenter Eko au public marocain, un show qui démarre avec le célèbre humoriste marrakchi, mais qui verra toute une troupe de comédiens se produire sur scène pour le plus grand plaisir des fans d'humour. La troupe réunit des artistes appréciés du public. On espère que le spectacle va plaire. Il y a des surprises, de la musique, du stand-up. On va même faire participer le public. ستاند داخل في وسط من الشو وفيها يقدر نشاركوا مع الجمهور حتى هو Un public qui, le temps d'un show, pourra découvrir ou redécouvrir des jeunes talents comme Oussama Ramzi, Zouhair Zahir, Haytham Miftah et Saifeddine Stif. Ça fait toujours plaisir de partager la scène avec autant d'artistes, bien sûr des humoristes de ce calibre, plusieurs styles, plusieurs humoristes. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager la scène avec Eko, Haytham, Zouhair et Oussama. Le public nous fait confiance et on doit être à la hauteur. C'est le début d'une nouvelle aventure qui s'appelle La Troupe. De la musique, des surprises, des impros, le tout mené d'une main de maître par un Eko. Au top de sa forme après Casablanca, la troupe compte bien se produire dans d'autres villes du royaume. Un mot de sport pour clore cette édition. Sachez qu'à une dizaine de minutes de la fin de la première mi-temps, le Raja de Casablanca mène par 1-0 face à l'équipe congolaise Vita Club. Un match qui se joue en ce moment même pour le compte du match retour de la finale de la Coupe de la CAF 2018. Et nous souhaitons bien évidemment bonne chance aux Verts. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette réunion de crise à l'Elysée au lendemain des scènes de guérilla urbaine à Paris notamment, des violences d'une gravité sans précédent. Hier, pour la 3e journée de rassemblement des Gilets jaunes, 136 000 personnes ont manifesté dans toute la France. À Paris, 412 personnes ont été interpellées, 378 placées en garde à vue, 133 blessés, dont 23 parmi les forces de l'ordre. Le président français a demandé au Premier ministre de recevoir les chefs de parti et des représentants des Gilets jaunes. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Massaïa vous sera présenté par Zahra Aïtihel demain à cette même place. Rizlen Taibi, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.